je suis Chloé Toiti, fondatrice du cabinet Authentique Talent. Chez Authentique Talent, on accompagne des entreprises de tout secteur, de toute taille, de toute culture, sur les sujets d'identification, d'évaluation et de développement des talents, et également sur tous les sujets de performance collective. On est également distributeur de Hogan Assessment en France. Dans les épisodes précédents, on a invité des interlocuteurs de référence de la sphère RH et Talent Management qui sont venus partager avec nous leur expertise. Mais pour ces épisodes hors série, on est parti à la rencontre de dirigeants pour les interroger sur leur vision des enjeux people de demain. Aujourd'hui, je reçois Alexandre Pham, président de Mr Temp Group. Bonjour Alexandre, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Chloé. Je vais te présenter du coup pour ceux qui te connaîtraient pas encore et qui nous écoutent, et je te laisse évidemment me corriger au fur et à mesure. J'ai repris ton parcours, donc tu as commencé ta carrière dans le conseil, donc chez McKinsey. Ensuite, tu as très rapidement d'ailleurs, créé une start-up après 3 ans, et ensuite tu as rejoint le groupe Zodiac. D'abord pour gérer les acquisitions du groupe, ensuite en tant que GM de la BU qui s'occupait des bateaux pneumatiques. Et puis après quelques années, tu as été chassé pour rejoindre le monde du travail temporaire. Tu me disais en préparation de cet entretien que tu avais à l'époque une image assez négative de ce secteur-là, donc tu nous raconteras même pourquoi. Très négative, effectivement, oui. Mais finalement, ça t'a plu puisque au-delà d'y rester, donc chez Vedurbis, devenu Randstad, tu as ensuite décidé toi-même de créer ta structure en 2009, qui est donc le groupe Mr Temp, et qui est un groupe qui fait aujourd'hui 370 millions de chiffre d'affaires, qui fait travailler à peu près 60 000 personnes par an, et vous avez aujourd'hui 1000 collaborateurs en interne, en France, en Italie et au Canada. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça, tu as tout dit. Ok, merci. Qu'est-ce que justement, comme j'ai pas forcément tout dit, qu'est-ce que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ne connaissent pas de toi et que tu veux bien nous partager? Question difficile. Non, peut-être le point qui est un petit peu original et qui souvent étonne un peu les personnes, c'est que, alors je suis moitié vietnamien en termes d'origine, puisque mon nom de famille c'est Pham, donc effectivement les gens s'en doutent un petit peu. En revanche, l'autre moitié c'est beaucoup plus compliqué à deviner puisque ma mère est suédoise. Okay. Donc je sais que ça se voit assez peu, mais tous mes cousins c'est des grands vikings, blonds aux yeux bleus, et jusqu'à l'âge de 3 ans je parlais quasiment que le suédois. Ah, donc tu parles... et alors, je parle encore, mais comme un enfant de 3 ans. Donc j'ai comme un vocabulaire assez limité, mais voilà, effectivement c'est le petit clin d'œil, effectivement. Donc je suis effectivement pour le coup vraiment un pur produit de l'immigration arrivé en France par mon père et ma mère, qui sont effectivement rencontrés à Paris et qui sont restés à Paris ensuite. Ok, merci d'avoir partagé ça avec nous, et puis tu verras, ça nous fera un point commun, on en parlera plus tard sur les origines. La question que j'ai envie de te poser, moi tu me l'as expliqué, mais j'ai trouvé ça intéressant, c'est tu t'es retrouvé avec une réaction plutôt négative la première fois quand t'as parlé de rejoindre le monde du travail temporaire. Finalement, ça t'a plu. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était ton cheminement par rapport à ce sujet-là? Oui, enfin moi j'ai une formation d'ingénieur à la base, donc moi j'étais plutôt attiré à la base par effectivement la production, le côté un peu technique. Et lorsqu'on travaille dans l'industrie, on a souvent malheureusement une mauvaise image du travail temporaire qu'on appelle l'intérim. Et c'est que moi, il y a 20 ans, quand on parle d'intérim, j'avais une image qui est assez porté d'ailleurs par beaucoup de personnes encore aujourd'hui, du côté précarité, vraiment le côté un peu marchand de viande, très peu de valeur ajoutée, et même d'un point de vue business, voilà, des gros acteurs établis, pas beaucoup de différenciation perçue, donc vraiment pas un secteur extrêmement sexy, attrayant dans lequel on peut se lancer. Pour la petite histoire d'ailleurs, lorsque j'ai quitté le monde de l'industrie pour rejoindre le travail temporaire, j'en ai parlé à mon père, culture vietnamienne, très patriarcale, qui m'a dit dans le texte, écoute, se faire de l'argent sous la misère des gens, je trouve ça moche. Bon, je te cache pas que j'ai sorti à l'érable pour expliquer que bon, c'était un peu autre chose. Mais c'est vrai que j'avais des a priori assez négatifs sur le secteur, tant d'un point de vue presque moral que d'un point de vue activité. Et je suis allé voir ce que c'était qu'une agence d'intérim. Voilà, donc je me suis fait à Paris, boulevard Magenta, et puis à rue La Pépinière, pour savoir ce que c'était, parce que comme un faux candidat en fait quelque part. Exactement. Ouais. Honnêtement, je n'avais jamais foutu les pieds dans une agence d'intérim. Et j'ai été agréablement surpris parce que j'ai vu des gens effectivement qui m'accueillaient. Alors je m'étais fait passer pour un ingénieur dessinateur CATIA pour effectivement bon, je me dis si je me fais passer pour un maçon ça sera pas crédible. mais et puis j'ai vu des gens qui ok très bien, écoutez j'ai un truc pour vous, vous appelez un machin, un tel etc. Vous n'avez pas un CV. Et je dis tiens en fait c'est pas du tout l'image que je me faisais du métier. Et puis j'ai creusé un petit peu et je me suis dit finalement c'est un métier d'abord qui est extrêmement noble parce qu'on trouve du boulot pour des gens, un métier qui est extrêmement humain, un métier qui est beaucoup plus riche d'un point de vue humain que ce qu'il y paraît. Et donc j'ai sauté le pas effectivement parce que si on m'a donné une très belle opportunité de rejoindre un beau groupe avec un beau périmètre, et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure. Et donc t'y es resté, donc j'imagine que l'image positive que t'as découverte en tant que faux candidat a dû se renforcer avec plein d'autres choses que tu vas nous partager
au fur et à mesure. C'est vrai, quand je t'ai invité, on a fait des premiers épisodes de podcast en faisant intervenir des interlocuteurs experts RH pour parler des enjeux humains de demain. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir l'avis de dirigeants d'entreprises très différentes. Et je trouve que c'était justement intéressant d'avoir quelqu'un de ton secteur. Pour toi, justement, quand je te pose la question des enjeux humains des entreprises pour le futur, quels sont les premiers éléments qui te viennent immédiatement en tête? Le premier point qui est important, c'est que l'humain est important. Au-delà même du côté technique, brevet, marque, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que l'actif premier de toute entreprise, quelle qu'elle soit, c'est la dimension humaine qui devient primordiale. Et je pense que s'il y a bien une problématique que les entreprises partagent aujourd'hui, c'est la difficulté à attirer et à conserver les talents. Quel que soit le secteur, hein. Et c'est assez étonnant. C'est même plus important que, en ce moment, on parle beaucoup du prix de l'énergie, etc. Mais le point numéro 1, ça reste comment je fais pour trouver talent. Et c'est lié à quoi? C'est lié, alors oui, certes, effectivement, une activité qui développe, mais aussi parce qu'il y a eu des vraies mutations, je pense, dans les attentes des collaborateurs. Et je pense que la première mutation, c'est vraiment cette, alors le terme est un peu galvaudé, hein, mais cette quête de sens, quelque part. La vision un peu passéiste de finalement je fais un boulot pour gagner de l'argent et puis l'argent je sers à dépenser pour y prendre du plaisir. En fait, c'est une vision un peu à l'ancienne où les gens ont besoin de se retrouver dans ce qu'ils font quand même une grande partie de leur journée avec leurs collaborateurs, le sens de ce qu'ils font au quotidien. Et c'est pas qu'une image de bobo parisien. Enfin, c'est parfois on se dit ça, c'est une vision un peu de cadre, si tu veux, qui a les moyens de se le permettre, etc. Et la réalité, parce que je bosse, j'ai aujourd'hui 180 agences un peu partout en France avec des niveaux de qualification qui sont extrêmement variés, mais même pour des gens qui sont sur des profils opérateurs de production, quelque part, l'image de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, la relation qu'ils ont avec leurs techniciens, leur rapport direct, est finalement extrêmement important, parfois plus que la rémunération en tant que telle. Nous, on est parfois confrontés à des entreprises qui payent bien, mais qui ont mauvaise réputation sur la façon dont ils traitent leurs collaborateurs, et c'est extrêmement compliqué pour les entreprises de trouver des talents. Donc je pense que cette quête de sens, cette quête de valeur, elle est réelle pour tout le monde. Et oui, et vous êtes un peu aux premières loges pour le voir. C'est effectivement vous allez proposer des emplois dans des entreprises de secteurs très différents, parce que tu interviens pour des secteurs très différents. Qu'est-ce qui te paraît créer le plus de rejet peut-être pour des personnes vis-à-vis de certaines entreprises? C'est quoi? C'est la façon dont ils traitent leurs collaborateurs, donc peut-être les pratiques managériales. Il y a d'autres éléments? Alors, clairement, les pratiques managériales, c'est le point le plus problématique. Quelque part, si les gens ont le sentiment de pas être bien traités, pas être considérés, ça se passe jamais bien. Et quel que soit, je dirais même l'enseigne du groupe, ce qu'elle sert à faire, etc. Je pense que c'est le critère numéro 1. Ensuite, c'est vrai que ce que les gens recherchent aussi, c'est une forme d'authenticité. Ouais. Je pense que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tout se sait quelque part, hein, et c'est vrai que il y a rien de pire que de voir afficher certaines valeurs ou un peu de washing parce qu'on dit ça fait bien, etc. et que la réalité de ce que les gens voient, et les gens sont pas dupes, hein, est en décalage par rapport à ça. Je pense qu'il n'y a rien de pire. Donc je pense que c'est aussi un gros écueil dans lequel il ne faut pas tomber. Donc c'est des points effectivement que les gens sont très sensibles. Et puis les réputations se font très vite sur les bassins d'emploi locaux. Nous, ça arrive parfois qu'on appelle, ils ont dit attends, c'est pour quelle boîte? C'est pour telle boîte là? Ah non, j'y vais pas parce que j'entends des horreurs sur la boîte. Oui, donc c'est très concret, ça a un impact immédiat sur la capacité à attirer des talents. Donc tu me parlais effectivement de la quête de sens comme l'un des premiers sujets qui se transforme. Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Oui, alors le deuxième phénomène qui est à mon sens extrêmement fort, et puis je suis vraiment baigné dedans aujourd'hui, hein, c'est finalement cette plus grande flexibilité effectivement qu'on voit sur le marché du travail en général, qui autant il y a 20 ans c'était quelque chose qui était considéré comme étant subi, finalement c'est un truc qu'on regrette. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que ça l'est de moins en moins. Alors d'abord, elle est choisie par les entreprises, parce que c'est vrai que les entreprises sont confrontées à des variations de plus en plus brutales, et c'est vrai que beaucoup d'entreprises ont très peu de visibilité aujourd'hui sur les commandes, parce qu'on fait tout de plus en plus vite, de plus en plus dans l'instantané. Ça, c'est une réalité auquel il faut qu'on s'habitue. Même côté des personnes, je pense que la génération un peu de nos parents ou de nos grands-parents en disant tiens, je rentre dans un grand groupe pour faire carrière pendant 40 ans, ça fait plus kiffer personne aujourd'hui, hein. Les gens se projettent pas du tout là-dedans. On voit de plus en plus de personnes qui disent finalement non, moi le CDI ça m'intéresse pas du tout. Moi ce que je veux c'est choisir ce que je veux faire avec des missions très courtes, des CDD, du freelancing, avec une perméabilité entre ces différentes formes de collaboration qui est tout à fait naturelle aujourd'hui. Donc vous voyez vraiment changer le Graal effectivement du fameux CDI et de la carrière un peu toute tracée. Et comme tu le disais, c'est choisi par l'entreprise bien sûr. Là, le manque de visibilité, on voit bien de quoi on parle, mais c'est choisi effectivement de plus en plus par les personnes
personnes qui se mettent, alors on parle de modèle intérim, freelance, de l'esprit entrepreneurial et notamment via le modèle des franchisés, qui est quelque chose dont tu peux pas mal nous parler, j'imagine. Oui, non, tout à fait. Après, il y a des formes qui sont très différentes avec chaque des variantes et des variations, hein. Mais c'est vrai que l'aspiration à reprendre en main un peu son destin, effectivement être entrepreneur, auto-entrepreneur, construire quelque chose, garder une mainmise effectivement sur ce qu'on construit, est quelque chose qui est de plus en plus attrayant. Et ça à tout niveau, hein. Enfin, il y a des coiffeurs qui disent finalement moi je préfère devenir coiffeur un peu en freelance, aller chez les gens plutôt qu'ouvrir mon salon, travailler en tant que salarié. Donc c'est des tendances de fond. Et puis des gens qui sont aussi en train d'entreprendre. Moi j'ai plus de 150 franchisés aujourd'hui. C'est des gens qui en âge ça va de 25 à 60 ans, des parcours extrêmement variés, mais des gens qui aspirent à prendre en main leur destin, à construire une entreprise, à recruter qui ils veulent et avoir une vraie responsabilité sur leur destin, sur leur avenir. Alors c'est intéressant parce que j'avais une discussion dernièrement avec un dirigeant d'entreprise et puis il y a quelque chose qui a quand même aussi beaucoup fait écho pour nous parce que dans le conseil on vit des choses aussi un peu comparables, qui est qu'aujourd'hui on a passé des années à se poser la question de comment fidéliser, développer et attirer des salariés, en pensant que peut-être en ayant d'autres formes de collaboration comme le freelance ou la franchise en l'occurrence, ça allait nous exempter de tous ces efforts-là. Et aujourd'hui, effectivement, quand on travaille avec un réseau de freelance ou de franchisés, on se rend compte que le sujet de développement et de rétention des gens reste quelque chose d'important. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, clairement. Et d'abord, je pense qu'il faut une distinction entre les formes, je dirais, contractuelles de collaboration. Dans ma boîte, j'ai des freelances dans ma boîte dans le développement informatique, mais au quotidien, c'est exactement comme s'ils étaient salariés, en fait. Donc après, c'est des choix très personnels d'ajustement, mais je pense qu'il faut pas faire en tout cas de distinguo au sein d'un groupe entre ce qui relève des salariés CDI qui sont dans la boîte et puis les autres qui seraient des services périphériques. C'est pas le cas. D'ailleurs, les intérimaires dans les groupes pour lesquels on travaille, ça se passe très bien lorsqu'ils sont intégrés pleinement à l'entreprise, comme si c'était des salariés, ce qui permet d'avoir des tas de choses très très bénéfiques en termes de sécurité, en termes d'adhésion, en termes de performance, etc., etc. Donc je pense qu'effectivement, il n'y a pas le cœur des gens qui sont en interne et puis des gens qui sont loin, qui sont des externes, des sous-traitants. Ça se passe plus comme ça. Ça se passe plus comme ça. Et le lien que j'essaye de faire aujourd'hui, c'est de se dire voilà quels sont les enjeux humains vus de ta fenêtre en tant que dirigeant et quel est le lien qu'on peut faire avec les enjeux business aussi qui sont à venir. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? D'abord, c'est critique, hein. Donc c'est vrai que c'est important de se dire voilà en tant que patron d'entreprise, comment je vois l'évolution de mes forces vives, ressources humaines en général au sein d'entreprise, hein, en termes de compétences internes, externes, comment je les agrège, comment je les développe. Et avec ça dans un environnement qui est de plus en plus mouvant. Comment est-ce que je vais pouvoir finalement maintenir une flexibilité à tout niveau pour cela? Flexibilité qui passe aussi par l'évolution des carrières des personnes. Ouais. Qui n'est pas importante parce que on parle beaucoup de flexibilité des gens, mais les gens aussi aspirent à avoir des parcours qui ne sont plus linéaires. Dans ma boîte, hein, j'ai quelqu'un, ça fait presque 10 ans que l'entreprise, elle est rentrée comme stagiaire sur la partie marketing, elle a basculé côté pôle franchise, et puis à un moment donné, il me voit en disant, écoute, j'aimerais bien faire de la data. Alors sur le papier, ça n'a rien à voir sur le papier. Mais en fait, c'est quelqu'un qui avait une vraie fibre de analytique, qui s'intéressait au sujet, qui était bosseuse. Et on s'est dit, écoute, banco, pourquoi pas. Donc, et ça avançait. Ça fait maintenant 3 ans qu'elle est à ce poste-là, ça se passe très bien. Mais c'est vrai que on voit bien que cette volonté de toucher à tout, de changer aussi, c'est quelque chose auquel les gens aspirent. Et je pense d'ailleurs que ça permet de rendre les gens beaucoup plus aussi pertinents dans ce qu'ils font au quotidien. C'est qu'on se plaint souvent à avoir des cloisonnements entre le juridique qui parle jamais à la finance qui parle pas aux opérationnels et tout ça, c'est assez contre-productif. Je trouve ça assez intéressant aussi d'avoir des gens qui sont capables de passer d'un côté et de l'autre parce que du coup on se comprend mieux et on crée une vraie richesse. Donc la diversité qui est toujours un motus dont j'en parle beaucoup, elle joue aussi à ce niveau-là d'être capable d'intégrer des gens qui ont eu des parcours et des expériences assez variées. Ouais, et finalement le décloisonnement, casser les silos, ça passe aussi par le fait d'être ouvert en tant qu'employeur à faire bouger les gens en termes de mobilité, pas simplement sur le plan vertical, mais justement peut-être horizontal avec l'exemple que tu nous donnes qui marche très bien. La question que je me pose, c'est, tu me parlais du manque de visibilité que les entreprises peuvent aujourd'hui avoir en termes de business, tout simplement. Et en même temps, alors les salariés ou les femmes et les hommes, tout simplement, quel que soit leur mode de contrat, attendent quand même de pouvoir se développer, de pouvoir avoir des moyens de changer de job, même si c'est de façon beaucoup moins linéaire. Comment est-ce que, en tant qu'employeur, tu peux leur parler de leur carrière et de leurs perspectives avec le peu de visibilité que tu vas avoir? Alors, c'est jamais un exercice facile, hein, mais je pense qu'il faut essayer de faire un maximum de sur-mesure. Je trouve que ce qui marche le mieux et ce que les gens apprécient le plus,
Enfin, c'est comme dans la consommation et les gens aiment bien avoir des choses qui sont du sur-mesure. Pour moi, je me parle à moi. En tant que consommateur, c'est très vrai. Je pense que c'est vrai aussi en tant que collaborateur, quelle que soit la forme contractuelle. Hein. Les gens ont envie de savoir, tiens, moi personnellement, qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment je me développe, mes points d'incertitude, etc. De façon à avoir des parcours un peu à la carte. Je pense que les parcours préétablis dans lesquels on met les gens dans des voilà, t'es là maintenant et puis dans 2 ans tu seras là et ça se passe bien, 2 ans plus tard tu seras là. Je pense que ça fait rêver plus personne. Et puis, c'est extrêmement sclérosant finalement. Donc, je pense que ça peut marcher dans certaines institutions qui sont très monolithiques. Ouais. Ça peut arriver, mais en fait, il y en a de moins en moins. Et après, je pense que la vraie clé, c'est d'arriver à avoir ces types de parcours un peu sur mesure qu'on peut ouvrir et qui sont pas forcément préétablis. Je pense qu'il faut laisser le champ des possibles très ouvert. Dire de toute façon, le groupe va changer dans 2 ans, le métier va changer dans 2 ans. Donc, gardons quelques pistes ouvertes. Et puis, toi-même, personnel, tu peux bouger aussi dans 2 ans parce que tu as envie de repartir en province, partir à l'étranger. Donc, faut garder beaucoup de champs ouverts, mais rester avoir ce contact de proximité. Et ça, selon toi, le côté sur mesure, alors moi j'y crois beaucoup et je trouve que ça fait effectivement un très beau miroir avec la façon dont on traite les clients aujourd'hui, qui veulent aussi qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur propose des choses sur mesure. Comment est-ce que ça marche? Alors j'imagine qu'il n'y a pas une recette magique, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de groupes qui ont créé les systèmes de GPEC qu'on connaît, qui peuvent être aussi extrêmement figés. Hein. Comment est-ce que ça marche quand t'as plus que 10 salariés, en fait, hein, quelque part, la capacité à faire du à la carte, ça nécessite quoi? Oui, alors d'abord, une petite parenthèse sur la GPEC. Alors, pour moi, c'est la caricature de ce qu'il ne faut pas faire. Je suis un peu violent dans mes propos, mais l'intention est excellente. Maintenant, c'est que faire un grand plan formalisé avec des plans de carrière établis, etc. Je pense que c'est totalement, c'est un peu colbertiste. Hein, on aime bien faire ça en France avec des plans administratifs sur 3 ans, etc. Mais je pense que ça marche pas du tout comme ça. Et souvent, c'est beaucoup de papier, mais finalement qui est assez peu réaliste et utile parce qu'il faut être lucide. Hein, dans 2-3 ans, il y a beaucoup de boîtes qui n'ont aucune idée de ce qu'elles devront faire, où est-ce qu'elles en seront, quels seront les métiers, puis les collaborateurs non plus d'ailleurs. Donc, je pense que c'est beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, même si l'intention est essentielle. C'est de quelles ressources j'aurais probablement besoin d'ici 2-3 ans, étant donné là où je veux emmener l'entreprise, et puis mes collaborateurs qui ont envie de faire quoi, de façon à prendre des destins, mais je crois beaucoup finalement au à la carte. Maintenant, comment le faire ? Alors là aussi, si c'était facile, je pense que tout le monde le saurait, mais alors d'abord, première chose, c'est que les ressources humaines relèvent avant tout pour moi de la responsabilité des managers. Et c'est vrai que c'est pas du tout pour dévaloriser le rôle des RH, mais je pense que le RH en chef d'une boîte, c'est son dirigeant, et que le RH en chef d'un service, c'est le patron du service, et c'est lui qui doit être en premier à l'écoute du bien-être, du mal-être et des collaborateurs, de l'aspiration. Et je pense que c'est essentiel de ne surtout pas déresponsabiliser les managers de cette tâche-là, qui est première. Et après, je pense que le rôle du RH, c'est plus un rôle alors qui s'est un peu perdu dans le temps d'ailleurs. Hein. Je trouve que la fonction RH est devenue très très juridique aujourd'hui. Ouais. Et la RH a perdu ce qui me semble être une fonction essentielle, c'est cette capacité à capter, on va dire, un peu les signaux faibles de l'organisation. C'est être à l'écoute un petit peu, tiens, en ce moment, c'est pas bien là-dessus, tiens, en ce moment, peut-être faut qu'on réfléchisse un petit peu parce que les gens sont plutôt tournés là-dessus et peut-être que c'est en ce sens-là. Et c'est dur, hein, d'être en capacité de percevoir un petit peu ce qui se passe, de façon à guider effectivement les dirigeants, les managers sur ce qu'il il faut guider l'entreprise en termes de ressources. Et aussi une deuxième fonction importante qui est de favoriser, je dirais, justement ce décloisonnement. Ouais. Parce que comme toujours, hein, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais un manager, lorsqu'il a un collaborateur qui est bon, en général, il le dit pas trop parce qu'il veut le garder pour lui. Oui. Et lorsqu'il est mauvais, il va dire, oui, écoute, ça serait bien d'aller voir un petit peu ailleurs, etc. Et c'est un biais qu'ont tous les managers dans les grands groupes, hein, surtout. Donc, le rôle du RH, c'est d'arriver justement, à faire en sorte que des bons soient pas gardés, discrètement dans un coin. Et être capable de dire, écoute, il est très bon à ce poste-là. Maintenant, on va faire le pari de le mettre sur notre poste. Forcément, à court terme, l'entreprise est perdante. Évidemment, parce qu'il faut le reformer, il faut investir, mais à long terme, on est tous gagnants. Oui, donc la RH doit avoir ce rôle vis-à-vis des managers de, je sais pas si c'est sensibiliser ou en tout cas ouvrir un peu les chakras sur ces sujets-là, de être un talent pour le groupe et pas simplement pour une équipe en particulier. Par rapport aux managers, est-ce que justement ce rôle entre guillemets de, alors tu dis le rôle de HR de proximité, hein, finalement du manager qui doit être là en fait, hein, pour gérer ces sujets notamment de carrière, d'évolution, est-ce qu'ils sont suffisamment équipés? Nous, ce qu'on a tendance à observer quand même sur une partie des entreprises dans lesquelles on intervient, c'est que parfois effectivement la RH peut déresponsabiliser les managers dans ce rôle-là
parce qu'ils n'ont pas été suffisamment outillés, formés, etc. Qu'est-ce que t'en penses? Complètement, effectivement. Enfin, d'abord, c'est quelque chose sur ce qu'on n'est jamais arrivé. Enfin, la gestion humaine, la gestion RH, si on dit que c'est là, effectivement, le rôle premier des dirigeants, il faut être accompagné dans ces démarches-là. Ça m'est amusant que tu évoques cela parce que, justement, j'ai fait une formation ProcessCom, là, il y a 3 semaines avec Toumucomex, parce que je trouve intéressant de se reformer, justement, à des méthodes de ProcessCom, de comment interpréter et comprendre l'un l'autre. On est en train de reformer l'ensemble des équipes de management sur le sujet. Donc, c'est des points qui sont évidemment importants et on n'a jamais fini de se former. Effectivement, et c'est vrai que ces dimensions managériales, accompagnement est pas facile. Je pense qu'il faut arriver à insister sur le fait qu'il faut se former sans que ce soit perçu comme étant justement un déficit, un manquement. Beaucoup de managers ont parfois un peu cette lubie de dire reconnaître que j'ai des difficultés ou se faire former, c'est que j'y arrive pas. Bah en fait non, au contraire, c'est une qualité de se dire bah tiens là-dessus je te donne une formation. Je trouve que c'est au contraire un signe de qualité et d'engagement. Ouais, mais d'autant plus que le management c'est quelque chose qui finalement a pas toujours été tellement appris, enfin ou souvent appris un peu sur le tas, ce qui permet d'apprendre certaines choses, mais parfois d'avoir quelques éléments à compléter. Et puis les attentes des collaborateurs évoluent, donc de fait, effectivement, quoi qu'il en soit, il faut avancer avec ça. Surtout que, petite parenthèse, c'est que il y a toujours un peu le débat de est-ce que être un bon manager, ça relève de l'inné ou est-ce que qui s'apprend. Alors c'est toujours un peu des deux. Effectivement, il y a des gens qui sont plus à l'aise dans l'interaction avec les gens, etc. Mais évidemment, il y a plein de choses qui s'apprennent. Donc je pense que les gens qui se disent voilà, management, ça me fait peur, j'ai du mal, etc. Bon bah oui, ça s'apprend. Il y a des choses qui arrivent et surtout, on peut arriver à devenir un bon manager en restant soi-même. C'est important aussi. Je pense que les gens sont prêts à accepter aussi que voilà, un manager, c'est pas un super héros. Il a aussi ses lacunes, il a ses faiblesses. Il faut les assumer. Finalement, le meilleur moyen, c'est de les assumer pour dire écoute là-dessus, oui, moi je suis pas très bon là-dessus, mais et les gens sont prêts à l'accepter d'autant plus si jamais c'est assumé par le manager. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'il y a quand même de moins en moins, et je trouve que les chiffres sont assez édifiants, mais c'est un autre sujet, de moins en moins de personnes qui ont envie d'endosser le rôle de manager, là où pendant un long moment, c'était justement soit le Graal, ou soit en tout cas l'une des seules pistes visibles d'évolution de carrière, t'évoluais si t'étais promu sur le plan vertical, mais ça bouge. Ça bouge pas mal, mais effectivement, il y a des choses qui s'apprennent. Je suis complètement en phase avec toi. Alors, tu m'as parlé des enjeux humains de demain. Pour une entreprise comme la tienne, est-ce qu'il y a des adaptations ou des éléments qui sont peut-être plus spécifiques? L'autre dimension aussi que j'ai pas évoquée, c'est évidemment toute la partie digitalisation. Alors, c'est un des corollaires des mutations. Évidemment, le digital fait beaucoup de choses. Et là, on parle beaucoup en ce moment, effectivement, de toutes les IA génératives et quelle est la révolution que ça va apporter. Et je pense qu'il va y avoir des vraies évolutions. Voilà, alors sans être du tout en mode panique en disant ça y est, on va être remplacé entièrement par des humains, mais je suis assez convaincu que il va se passer pour les métiers tertiaires à peu près ce qui s'est passé pour les métiers industriels avec l'avènement des robots. Il y a des robots aujourd'hui dans le monde industriel qui ont finalement remplacé beaucoup de tâches manuelles. Il y a aussi beaucoup de tâches manuelles, effectivement réalisées par des profils tertiaires, qui seront remplacées par de l'IA générative. Prenez un exemple très concret. On est en train de tester en ce moment, par exemple, la rédaction d'annonces d'emploi. Ah, ok. Alors? Nos collaborateurs passent beaucoup de temps, effectivement, à bien comprendre les attentes et puis à rédiger une belle annonce bien claire, on vend un peu le profil, etc. Ils passent beaucoup de temps là-dessus parce que c'est important. Une belle annonce, effectivement, attire plus de candidats, mieux ciblés. Et on a testé qu'est-ce que ça donnait avec ChatGPT, la version payante. Et les résultats sont bluffants. Après, pour autant, est-ce que c'est négatif? Bah non, parce que quelque part, il y a quand même un côté en amont, prendre la bonne information auprès du client, mettre la petite patte qui fait un peu la différence. C'est là que va se faire vraiment la différence à la dimension humaine. Mais c'est vrai que c'est un gain de temps absolument phénoménal par rapport au fait de devoir rédiger des choses avec sans faute d'orthographe, bien écrite, bien rédigée. La rédaction est excellente. Donc c'est un exemple, je pense, moi qui me rend très optimiste sur le fait que oui, il y aura des gains de productivité extrêmement intéressants et qu'on va décharger aussi les fonctions tertiaires finalement de tâches à faible valeur ajoutée. Et c'est tant mieux finalement. Ouais. Et merci pour cette vision optimiste parce qu'effectivement aujourd'hui ça pose quand même beaucoup de questions et je pense spécifiquement dans ces métiers-là de se dire qu'est-ce qui va être remplacé et où va rester la valeur ajoutée à un autre endroit tout simplement, mais ça va pouvoir permettre de décharger de quand même beaucoup de choses. Oui. Après le vrai challenge en termes d'emploi ou de point de vue sociétal, c'est que on voit bien qu'on va accentuer sans doute les inégalités entre des gens qui sont capables d'avoir des tâches à forte valeur ajoutée. Effectivement, mais effectivement l'équivalent des tâches à plus faible valeur ajoutée dans le domaine tertiaire, pour le coup effectivement il y a des vrais questionnements qu'on peut avoir sur comment est-ce qu'on va pouvoir reconvertir ces personnes-là vers d'autres types de fonctions. Ouais. Bon, ça c'est un peu aux premières loges pour oui, pour tout à fait. Et d'ailleurs à ce titre, je trouve que un des bienfaits du Covid, pardon, le Covid a été une horreur pour beaucoup de gens évidemment, mais ça a été aussi de revaloriser les métiers de proximité.
Et on avait oublié que pour qu'on puisse vivre tout ce quotidien, il faut quand même des gens qui viennent collecter les poubelles, des gens qui viennent en tant qu'infirmiers pour aller soigner les personnes, etc. Et ces gens-là sont essentiels, effectivement. Donc je crois que ces métiers-là, il faut aussi arriver à les revaloriser d'un point de vue financier, mais également humain, pour se dire tous ces métiers de proximité, de contact, pour le coup, vont devenir de plus en plus importants. Parce que ça, on le remplacera pas. Mais justement, je trouve que c'est intéressant parce que le Covid a changé quand même pas mal de choses. Alors moi, je te donne l'exemple de notre côté pour le coaching. 90% des demandes qu'on a aujourd'hui se font en virtuel. Là où la relation de proximité, on va dire un peu plus physique, était quand même quelque chose qu'on avait l'impression qu'il ne serait jamais remplacé dans le coaching. Par rapport à vous, la façon dont vous faites votre métier, comment est-ce que ça s'est transformé, cette dimension de présentiel et proximité? Alors, ce qui fait l'ADN de Mr. Temp, on dit toujours, c'est de chercher à digitaliser sans déshumaniser. Ok. Alors la phrase est pas de moi. J'ai quelqu'un en marketing qui a trouvé ça, qui est super d'ailleurs, effectivement, mais c'est plutôt sympa. Mais ça traduit, je trouve, assez bien ce qu'on essaie de faire dans le métier de ressources humaines. Évidemment, prendre vraiment à plein le virage du digital. Donc, on a vraiment investi énormément sur des équipes tech de façon à ce qu'on puisse facilement diffuser des annonces, récupérer les profils, les interpréter automatiquement, etc., etc., etc. Mais sans pour autant chercher à devenir une sorte d'Amazon, effectivement, de l'emploi, pour la simple et bonne raison que ça ne marche pas. C'est qu'on a pu constater qu'effectivement, lorsqu'il faut aller comprendre réellement l'attente d'un client, on voit bien que besoin d'avoir ce côté un peu expertise pour comprendre vraiment, au-delà de la job description sur lequel on veut une assistante de direction bilingue, 5 ans d'expérience, etc. Bon, vous voulez pas trouver, non. Ok, là-dedans, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est pas? Ça, c'est du vrai savoir-faire du recruteur. Et pareil côté candidat. Récupérer des CV, c'est bien. Maintenant, c'est comprendre un peu derrière, qu'est-ce que les gens attendent vraiment, qu'est-ce qui peut les intéresser. C'est là où il y a un vrai rôle vraiment intéressant. Donc, c'est vrai que ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'essayer de prendre la pleine mesure de cette combinaison entre le digital et l'humain. Et c'est vrai qu'à ce titre, le Covid était un réel accélérateur. Concrètement, ce qui s'est passé, tu évoquais effectivement 90% des coachings sont passés en ligne. Nous, du jour au lendemain, l'ensemble des agences d'emploi en France ont fermé physiquement. On avait eu la chance d'avoir pu investir sur des outils permettant aux collaborateurs de bosser, à l'ensemble des candidats effectivement de venir s'inscrire virtuellement en prenant en photo leur CV, leur pièce d'identité, etc. Donc on était opérationnel. Donc même si la demande globalement comme a été divisée par 4, nos équipes ont pu se remobiliser assez vite justement sur les activités qui restaient. Donc effectivement les plateformes de e-commerce pour livrer les colis, les gens qui avaient collecté les déchets, les infirmiers. On a pu continuer à bosser et Mr. Temp d'ailleurs est revenu au mois de fin juin au même niveau d'activité qu'on avait début mars, là où le marché a mis 2 ans à s'en remettre. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde. L'une des questions que je pose régulièrement, c'est quel conseil tu aurais envie de donner à un autre dirigeant? Alors, je t'en demande 3. Idéalement, peut-être à quelqu'un qui est dans ton secteur, mais peut-être un conseil qui pourrait marcher pour un dirigeant de n'importe quel type de structure, pour aborder au mieux les enjeux humains de demain. Parce que certains se sont déjà beaucoup posés sur le sujet, et puis d'autres ont regardé peut-être le sujet d'un petit peu plus loin. Qu'est-ce que tu aurais envie de proposer? D'abord, se faire accompagner. Je pense que c'est un point qui est important. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, il faut savoir effectivement être accompagné à titre personnel, en termes de conseils extérieurs aussi. Effectivement, je pense que c'est des points importants de savoir trouver les bonnes personnes sur lesquelles s'appuyer pour donner des avis qui soient vrais. C'est pas toujours simple, On aime bien s'entourer effectivement de gens qui nous ressemblent, qui sont prêts à nous dire ce qu'on a envie d'entendre, et être capable d'avoir des gens qui vont nous challenger. Je pense que c'est important parce qu'on a tous besoin de ça. Donc, je pense que c'est un premier point qui est important. Deuxième point, effectivement, c'est être en capacité à recueillir ces signaux faibles. Moi, ce que j'adore faire le matin, c'est faire un petit tour à la cafette. Alors, outre le fait de prendre mon café pour me réveiller, mais surtout pour ça quelques paluches, faire le tour des bureaux. Mais c'est un truc très simple, parce que je trouve qu'on ressent énormément de choses. La personne qui est pas bien en ce moment, l'ambiance est pas bonne, etc., etc. Et je pense que c'est vachement intéressant de sentir le pouls en tant que dirigeant des équipes de ces façons-là. Et puis évidemment aller sur le terrain à la rencontre des personnes. C'est assez bateau, mais ça reste primordial et un réel complément d'outils digitaux qui existent. Nous, on fait par exemple un suivi de NPS, donc Net Promoter Score pour l'ensemble des collaborateurs tous les mois. D'accord. C'est une question. Tous les collaborateurs du groupe reçoivent effectivement ce questionnaire et répondent. C'est un clic, une note de 1 à 10. Est-ce que tu recommanderais l'entreprise effectivement à tes proches ou pas? Et puis c'est pas quelque chose que tu disais comme outil de flicage ou même d'évaluation des managers. On dit attends, je dis pas tiens ton équipe en ce moment ça se passe mal, qu'est-ce que tu fous? C'est pas comme ça que je le gère, mais c'est vraiment pour moi un thermomètre pour dire en ce moment cette équipe là il y a un mal-être, qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs je dis aux équipes, tous les collaborateurs qui sont dans le groupe, je dis écoutez, répondez à ce questionnaire là, répondez franchement parce que moi ça m'aide à pouvoir déceler un mal-être potentiel et puis pouvoir l'adresser.
Et les gens répondent ou pas? Parce qu'aujourd'hui, les gens répondent, les gens difficile. répondent, alors pas tous, hein, Ouais. mais oui, on a bien effectivement 40% des gens qui répondent tous les mois, qui, en tout cas, ce qui est suffisamment intéressant pour que ça soit représentatif. On voit des vraies évolutions aussi. On voit bien que lorsque la fin d'année a été un petit peu difficile pour telle activité parce qu'on était effectivement un peu en sous-effectif, on le ressent très vite et on voit qu'il y a un sujet. Ou parfois on voit aussi un truc, tiens, c'est bizarre, pourquoi ça baissait là? Et en fait, on se rend compte que oui, il y a une problématique en ce moment dans l'équipe, où il y a tel sujet qui était mal adressé, on n'est pas au courant. Donc je pense que ces nouveaux sont des thermomètres assez utiles, assez faciles à mettre en place et qui sont des aides effectivement pour les managers. Ouais, c'est hyper intéressant. Ça rejoint un débat qu'on a eu à plusieurs reprises, mais qui est de se dire aujourd'hui, on peut suivre des données pour pouvoir être efficace dans la gestion des ressources humaines et pas simplement penser que c'est quelque chose d'intangible. Et je pense que ton deuxième et ton troisième conseil vont très bien illustrer ça. Parfois, il faut juste sentir des choses et rencontrer les gens. Et il y a des choses un peu impalpables que tu vas saisir. Et en même temps, aujourd'hui, il y a des types d'informations qui vont te permettre aussi d'observer des choses que tu n'aurais pas forcément mesurées de la même façon. Pour ceux qui s'intéressent à la question de l'entourage des dirigeants, je vous invite à aller écouter un épisode qu'on a fait spécifiquement là-dessus, parce qu'effectivement, bien s'entourer en tant que dirigeant, c'est un gros challenge et qui est sûrement une bonne clé de succès aussi. Et alors, après les 3 conseils à des dirigeants, quels conseils tu donnerais? Alors, il y a une partie de notre audience aujourd'hui qui sont des DRH, des directeurs talents, des personnes qui sont dans le recrutement, et qui parfois souffrent de leur compréhension des enjeux humains et parfois de sentir qu'ils ont du mal à justement aller influencer ou sensibiliser leurs dirigeants. Quel type d'argument tu leur recommanderais d'utiliser s'ils doivent éveiller leurs dirigeants sur ces questions des enjeux humains, s'ils sont peut-être un petit peu moins sensibles à ça? Oui, d'abord, moi, je commençais par une marque d'humilité. Moi, je sens que moi, j'ai été arrêté par pas mal d'années sur les sujets RH, c'est important, etc. Et je suis pas forcément sûr. J'ai toujours eu la meilleure écoute possible, effectivement. Donc, je pense que pour donner des conseils aux RH, je pense qu'il faut, il faut déjà parler le même langage que les opérationnels, que les managers. Un des biais que souvent ont les RH, c'est ce biais très juridique, très formel. On parle un peu de GPEC précédemment, on parle de système d'entretien. Dès qu'on met un angle administratif, c'est très artificiel et en fait, c'est pas le but recherché par les opérationnels. Je pense que beaucoup d'opérationnels recherchent du pragmatisme, des choses efficaces, des choses qui marchent vraiment. Bon exemple, c'est que j'avais un débat avec ma RH il y a quelques années sur tiens, on fait des entretiens annuels, et c'est bien de poser des questions, etc. Mais oui, mais quand tu fais un formulaire qui fait 4 pages, évidemment, les gens ne le remplissent pas. Les questions sont pertinentes, évidemment. Je dis pas que c'est pas important celui-là, mais il faut faire preuve de pragmatisme. Et puis le plus important, c'est pas tellement de remplir les cases, etc. C'est l'échange qu'il doit avoir avec leurs collaborateurs, etc. qui est plus important que la formalisation des choses. Donc c'est vrai que parler un langage opérationnel est important par rapport à avoir un langage, je veux dire, juridique ou administratif, qui soit un peu le biais qu'ont les gens de RH. Après, ce qui est important, effectivement, c'est arriver à souligner d'un point de vue opérationnel, c'est traduire l'impact RH sur des métriques opérationnelles. Ouais. Et ça, je pense que c'est essentiel sur, on l'a dit, sur le bien des collaborateurs, sur la rétention, sur le recrutement. C'est des choses qui parlent aux gens opérationnels de façon à ce que ils les prennent bien en considération avec comme toujours, c'est quoi les leviers, effectivement, que tu proposes de mettre en place, à la fois soft et hard, de façon à pouvoir résoudre cette problématique-là. Je pense que c'est une discussion vraiment d'opérationnel qui est importante et avec cette relation de confiance qu'il faut avoir. Je pense que le rôle du RH, c'est vraiment comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment d'avoir ce côté un peu en capacité à alerter sur les signaux faibles, même quand ça ne fait pas plaisir. Et c'est important de pouvoir le dire. Quoi. Ce qui veut dire que le dirigeant doit être capable de l'entendre aussi, évidemment. Ouais. Exactement, c'est dans les deux sens, mais déjà il faut alerter. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose sur ce sujet que je t'ai pas posé ou quelque chose à rajouter? Écoute, non, c'est déjà pas mal, effectivement. Oui. Ok. Non, mais juste pour une pointe d'optimisme aussi, je trouve, parce que c'est vrai que je trouve plutôt sympa dans le contexte actuel de tout le monde se plaint de la pénurie des candidats, mais là où c'est positif, c'est que on remet sur le devant de la scène l'importance de l'humain et justement de ces fonctions-là, qui parfois on peut être un peu plus négligées au profit de la tech, c'est bien le digital, etc., etc. Voilà, on se dit bien au bout du bout, ce qui reste important quand même, c'est l'humain. Et tout le monde prend cela en compte aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas une entreprise qui le prend pas en compte. Donc ça, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde, un challenge pour tous, mais ça m'en plein d'optimisme parce que tout le monde s'intéresse à la question. Absolument, ça remet les sujets sur le devant de la scène et je pense que par rapport, pour reboucler avec ce que tu disais au début de cet échange, les pratiques managériales, le sens, les valeurs telles qu'elles sont réellement incarnées avec authenticité dans les organisations, c'est sûrement quelque chose qui a toujours été là, important. Je veux dire, les gens se sont pas réveillés en se disant j'ai envie d'être bien traité.
Peut-être que ça se traduit un peu autrement aujourd'hui, mais le fait effectivement qu'on soit dans une situation différente sur le plan du marché avec des pénuries de candidats fait que les entreprises sont de fait un petit peu plus obligées de s'y mettre, et oui, ça amène de l'optimiste. Merci beaucoup Alexandre. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un nouveau podcast, et en attendant, n'hésitez pas à aller réécouter les anciens. Comme ces conversations sont riches, on a décidé de condenser l'ensemble des points clés de cet épisode sur une page que vous pourrez retrouver soit en cliquant sur le lien en description de cet épisode, soit sur le site AuthenticTalent.fr. Suivez-nous sur notre site AuthenticTalent.fr ou sur notre page LinkedIn. À très vite. Au revoir.